Été 1945. La fête de la victoire sur la place rouge à Moscou. Devant le palais du Kremlin et les dirigeants soviétiques, l'armée russe célèbre la victoire sur l'Allemagne nazie. Comme sous l'Empire romain, les soldats jettent les drapeaux des vaincus aux pieds du vainqueur. L'homme qui a battu Adolf Hitler, le généralissime Joseph Staline. Après 20 ans de pouvoir personnel, le maître de l'URSS est au sommet de sa gloire. Un poète écrit: Staline, tu es plus haut que les hauts espaces célestes, et seules tes pensées sont plus hautes que toi. Ton esprit, Staline, est plus lumineux que le soleil. On l'appelle le petit père des peuples. Dans le monde entier, il incarne l'espoir d'une société plus juste. Il est l'idole de centaines de millions de personnes. En France aussi, on chante ses louanges. Oui, de tout notre cœur, nous proclamons notre amour ardent pour Staline et nous l'assurons de notre confiance inébranlable. Pourtant, cet homme est l'un des plus grands criminels de l'histoire. Il a massacré son propre peuple avec une brutalité sans limite. Nous anéantirons sans pitié quiconque menace par les faits ou même par la pensée l'unité de l'État. Il a créé le goulag et réduit en esclavage 18 millions de personnes. Il faut trancher les membres nuisibles du parti pour le préserver de la maladie et de l'infection. Il a provoqué avec cynisme des famines qui ont fait 7 millions de morts. La mort résout tous les problèmes. Plus d'hommes, plus de problèmes. Il a sacrifié sa famille à son propre pouvoir. Un vrai bolchevique ne devrait pas avoir de famille. Nous allons vous raconter l'histoire incroyable de ce fils d'un petit artisan devenu l'un des personnages les plus puissants de la planète. Nous allons vous raconter comment cet homme, qui déclarait faire le bonheur de son peuple, est devenu, à force de mégalomanie et de fanatisme, l'un des dictateurs les plus sanglants que l'humanité ait connu. L'année 1924, là où tout commence. Nous sommes dans les environs de Moscou, en plein hiver russe. Lénine, le père de la révolution bolchevique, vient de mourir. C'est l'un des premiers films où apparaît Staline. Avec les responsables soviétiques, il porte le cercueil du chef. Staline a 46 ans. Il est secrétaire général du Parti communiste, un poste relativement effacé. Parmi ses camarades, personne n'imagine encore que c'est lui qui va succéder au grand Lénine. Il n'imagine pas que dans 10 ans, il les aura presque tous fait arrêter et exécuter. Parmi eux, personne n'a encore compris qui est vraiment Joseph Staline. Pour ses camarades, c'est un personnage insignifiant. L'un d'entre eux déclare:
Staline est la plus éminente médiocrité de notre parti. Un autre confirme. Nous ne craignons pas Staline. Aussitôt qu'il voudra prendre de grands airs, nous l'éliminerons. Depuis toujours, Staline cache son jeu. Son vrai nom est Yossif Djougashvili. Il est né en 1878, au temps des tsars. Un régime monarchique fondé sur l'inégalité et la soumission au souverain. Une enfance dans la misère. Un père alcoolique et violent. Éduqué par les moines orthodoxes, il a basculé très tôt dans la lutte contre le tsar et a pris le nom de Staline, l'homme d'acier. En 1917, il a participé avec Lénine à la grande révolution bolchevique qui a renversé le tsar, aboli les privilèges et donné le pouvoir au peuple. Dans l'ombre de Lénine, il n'attend qu'une occasion pour prendre le pouvoir. La mort de Lénine est cette occasion. En 1924, il réussit par des manœuvres dans le parti à écarter le plus haut personnage du moment, Trotsky, avant de l'exiler vers le Kazakhstan. Personne ne l'a vu venir. Mais Staline, en quelques semaines, s'est emparé du pouvoir. Il ne le quittera plus. Il choisit de s'installer ici, dans la citadelle du Kremlin, l'ancien palais des tsars. C'est d'ici qu'il va diriger l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, le plus grand pays de la planète. Avec quelques fidèles qui vont le suivre aveuglément pendant près de 30 ans. Il veut aller plus loin, beaucoup plus loin que Lénine. Il veut changer le cours de l'histoire et sa détermination est totale. Nous, les bolcheviks, nous sommes d'une race spéciale. L'élément personnel ne vaut pas un clou. N'en doutez pas, camarades. Je suis prêt à consacrer à la classe ouvrière toute ma force et chaque goutte de mon sang. Staline veut faire table rase du passé. Il supprime brutalement les traces de la vieille Russie que la Révolution avait épargnées. Il décrète que la religion est contraire aux intérêts du peuple. Dans tout le pays, il fait décrocher les vieilles icônes orthodoxes avant de les détruire. À la place de l'ordre ancien, il nourrit un projet radical. Réaliser le communisme. Une société idéale, heureuse et saine. Sans aucun riche ni pauvre. Un monde où tout est mis en commun. Où chacun a les mêmes chances à la naissance, où la santé et l'éducation sont accessibles à tous. Pour l'Union soviétique, il éprouve une ambition sans bornes. La vieille Russie a toujours été battue à cause de son retard. Ralentir le rythme signifie être à la traîne. Et les traînards seront battus. Nous, en Union soviétique, nous ne voulons plus être battus.
Il lance de gigantesques chantiers. Gratte-ciel, métro, chemin de fer, barrage, centrale électrique. Il veut moderniser la Russie à marche forcée pour qu'elle devienne le paradis des travailleurs. Un monde où le chômage n'existe pas et où chaque ouvrier peut offrir une existence décente à sa famille. Un monde où Staline lui-même occupe la première place. Staline est le guide éclairé des communistes. Son portrait est partout. Dans les usines, sur les trains, dans toutes les salles de classe et même dans les salles à manger. Il doit être parfait car il représente la réussite du communisme. Il a lui-même corrigé sa biographie officielle, vendue à des millions d'exemplaires. Sur les épreuves, il a noté à la main. Ajoutez la phrase « Staline est le plus grand capitaine de tous les temps et de tous les peuples ». En fait, le vrai Staline est plus banal. Il ne mesure qu'1,60 m, il porte des chaussures à semelles compensées. Souvent, il se tient sur une petite plaque de bois qui le grandit encore un peu. Regardez cette image exceptionnelle, c'est son vrai visage. Sa peau est grêlée car il a attrapé la variole à l'âge de 7 ans. Mais curieusement, en public, il a une peau immaculée. Le nouveau maître du Kremlin est un mystère pour ses sujets. Il vit enfermé dans son bureau et il cache jalousement sa vie privée. Voici les seules photos qui nous sont restées de sa femme, Nadia, une ancienne camarade de lutte, de 22 ans sa cadette. Avec Nadia, il a eu 2 enfants, Vassili et Svetlana. Il leur consacre peu de temps, mais il exerce sur sa petite fille une véritable fascination. Du moment que papa m'aime, ça m'est égal que le monde entier me déteste. Si papa me demandait d'aller dans la Lune, je le ferais. Quelques rares photos nous montrent Staline dans ses moments de détente, pendant les vacances d'été, quand il emmène ses adjoints sur la mer Noire dans des villas du parti. Ekaterina Vorochilov, la femme de l'un de ses lieutenants, se souvient. Staline aimait les expéditions dans la nature. Il nous emmenait en voiture et on s'installait à côté d'une rivière. On allumait un feu, on faisait griller de la viande en plaisantant et en chantant. C'était vraiment le bon temps. Problème. Pour Staline, dès les premières années, les mauvaises nouvelles s'accumulent. Sa politique se révèle décevante. En multipliant les grands projets industriels, Staline a sacrifié la vie quotidienne. La population russe augmente, mais la construction de logements ne suit pas. Des familles entières doivent emménager ensemble dans des appartements réquisitionnés et s'entasser dans de tout petits espaces.
le niveau de vie se détériore. Pour preuve, ces images tournées clandestinement dans les rues de Moscou. Elles constituent un des rares témoignages de la pauvreté au début des années 30. C'est cette riche Anglaise, Lady Mountbatten, qui au cours d'un voyage a filmé avec sa caméra personnelle. Je vois partout des signes de malnutrition. On m'a raconté que ce vieil homme qui fouille dans les poubelles est un ancien aristocrate. Et que celui-ci était un professeur réputé à l'époque des tsars. Voici un petit garçon qui est tout seul, et qui me demande de l'aide. Les vitrines des magasins sont presque vides. Surtout, les files d'attente sont interminables. Dans la queue, certains restent toute la journée à attendre, sans rien pouvoir acheter. En URSS, le rêve communiste est déjà en train de se fissurer. Mais au Kremlin, Staline ne veut rien entendre. Pour lui, l'échec n'existe pas. Si le système est défaillant, c'est qu'on sabote sa politique. Il cherche des coupables chez les responsables de l'économie, comme le commissaire aux finances, Bryukhanov, qu'il juge incompétent et qu'un collaborateur a dessiné en fâcheuse posture. En marge du dessin, Staline écrit: Pour tous ces péchés, passés et présents, pendez Bryukhanov par les testicules. Si elles tiennent, considérez-le comme acquitté par le tribunal. Si elles lâchent, jetez-le dans la rivière. Staline ne plaisante qu'à moitié. En 1930, il invente une méthode pour désigner officiellement les coupables. Le procès politique. Les accusés sont des scientifiques, des ingénieurs, des hauts fonctionnaires. Ils sont tous compétents, mais Staline les accuse d'avoir saboté l'économie soviétique. Staline lui-même est absent des débats, mais il a nommé comme juge l'un de ses fidèles, Andrei Vyshinsky. Il lui a fixé les peines à prononcer, la mort. Заседание специального присутствия Верховного суда Союза Советских Социалистических Республик объявляется открытым. Pour que le procès paraisse crédible aux yeux du public, il faut que les accusés avouent leurs fautes. Ils ont été torturés pendant des semaines et ils n'ont pas vraiment le choix. В дальнейшем я уж вам в самом основном в своем показании объяснил, что контрреволюционное настроение у меня по адресу советской власти все время меня не оставляло. Я сознаю вполне, что я заслужил самое тяжелое наказание. Оказывать содействие... Pour le procureur, c'est maintenant un jeu d'enfant. Государственное обвинение требует от специального присутствия Верховного суда расстрела всех до одного посмертия. Après plusieurs jours de gesticulation, le juge prononce le verdict. Il sait que Staline observe sa prestation, d'où une certaine émotion. Калинникова Ивана Андреевича, согласно статьям 58.3, 58.4, 58.6, 58.11 Уголовного кодекса РСФСР, к высшей мере наказания, к высшей мере социальной защиты, расстрел с конфискацией всего имущества. Пятое. Черновского Николая... Leur peine sera commuée en 10 ans de prison. Mais le message est clair. Ceux qui s'opposent à Staline seront brutalement écrasés.
Avec ses proches aussi, Staline devient brutal. Ses relations avec son fils aîné, Yakov, né d'un premier mariage, sont glaciales. Il a récemment fait une tentative de suicide. Son père n'a montré aucune compassion. Dire qu'il n'a même pas pu viser juste. Je ne peux rien avoir en commun avec lui. Le couple de Staline, lui aussi, va mal. Sa femme Nadia est fragile. Elle souffre d'être rabrouée en permanence par son mari. Au cours d'une dispute où Staline l'a insultée, elle s'emporte. Tu es un bourreau. Voilà ce que tu es. Tu tourmentes ton propre fils, ta femme, le peuple russe. Il est impossible de vivre avec toi. Après 14 ans de vie commune, Nadia est à bout de force. Un soir d'hiver, après une nouvelle dispute lors d'une réception officielle au Kremlin, Nadia rentre dans sa chambre et se suicide d'une balle de revolver dans le cœur. La vérité restera cachée pendant 60 ans. On raconte aux Russes que Nadia est morte d'une crise d'appendicite. Car pour les dirigeants communistes, le suicide est une trahison. Même son amie Paulina Molotov la condamne. Nadia a eu tort. Elle quitte Staline à un moment si difficile. Staline n'est pas resté à l'enterrement. Il est anéanti. Oh Nadia. Nadia, comme nous avions besoin de toi, moi et les enfants. Elle m'a abandonné comme un ennemi. Elle a fait de moi un infirme. Elle a brisé ma vie. En URSS, plus rien ne sera jamais comme avant. Staline était brutal. Désormais, il sera impitoyable. Les premiers visés sont les paysans qui refusent de céder leurs terres à l'État et de rejoindre les kolkhozes, ces immenses coopératives où tout est mis en commun, sous contrôle du parti. Contre eux, Staline envoie des policiers qui sillonnent la campagne et réquisitionnent les récoltes. Ils ont pour mission d'asphyxier les familles qui résistent à sa politique. Torture, viol, assassinat. Il ne recule devant rien. L'un de ses policiers est Lev Kopelev. J'ai participé à ces expéditions, sondant le sol pour découvrir les caches. J'ai vidé des garde-manger en me forçant à ne pas entendre les pleurs des enfants et les gémissements des femmes. Tout était permis. Détruire, mentir, voler. La fin justifiait les moyens. Notre but était le triomphe universel du communisme. « 1933, le résultat. Les réquisitions de Staline provoquent une tragédie en Ukraine. Cette région, l'une des plus riches d'Europe, a déjà été ravagée par la famine dans les années 20, sous Lénine. Mais cette fois, l'hécatombe va prendre des proportions inimaginables.
Les paysans n'ont plus rien à manger. Un père écrit à son fils à Moscou. Mon cher fils, je t'écris pour t'apprendre que ta mère est morte. Elle est morte de faim après des mois de souffrance. Et moi-même, je n'en ai plus pour longtemps. Certains membres du parti sur place n'ont pas compris que cette famine est connue et même voulue par Staline. Ils protestent. Est-ce que le camarade Staline, est-ce qu'un membre quelconque du Politburo sait ce qui se passe en Ukraine? Sinon, je vais vous en donner une idée. Un train chargé de cadavres vient d'arriver à Kiev après avoir ramassé des corps pendant tout son trajet. À Moscou, Staline a décidé d'en finir avec les Ukrainiens qui résistent encore à sa politique. Il interdit aux paysans affamés de quitter leur village pour rejoindre les grandes villes. En toute conscience, il condamne à la mort 5 millions de personnes, dont la moitié d'enfants. C'est l'un des plus grands massacres du siècle. Au même moment, le député français Édouard Herriot débarque en Ukraine à l'invitation du gouvernement soviétique. Je fais des vœux ardents pour la prospérité du peuple russe et j'espère que mon voyage sera utile pour son bonheur et pour la paix des peuples. Le Français et la délégation qui l'accompagne visitent l'Ukraine en train. Il est ravi du voyage. J'ai traversé l'Ukraine. Eh bien, je vous affirme que je l'ai vu tel un jardin en plein rendement. Il n'y a que potager de kolkhozes irrigués et des récoltes admirables. Lorsque l'on soutient que l'Ukraine est dévastée par la famine, permettez-moi de hausser les épaules. Comment le Français a-t-il bien pu passer à côté de millions de morts? En fait, les rues ont été nettoyées avant son arrivée. Les travailleurs qu'il a rencontrés étaient des figurants. On a fait venir de la nourriture. Édouard Herriot s'est fait avoir par la propagande. À Moscou, Staline ne gouverne plus qu'à grands coups de mensonges. Il a confié une mission aux journalistes et aux cinéastes. Ils ne doivent plus décrire le monde comme il est, mais comme il devrait être. La récolte est mauvaise. On fait filmer des paysans radieux dans des champs magnifiques. Les résultats industriels sont décevants. On publie des communiqués de victoire avec des chiffres truqués. On invente des héros, comme ce célèbre mineur, Alexei Stakhanov. Lors d'un concours, il a pulvérisé le record de productivité en extrayant 14 fois plus de charbon que les autres. Cette histoire est totalement fausse. Elle a été inventée par le parti. Mais elle permet d'abuser les soviétiques. En fait, l'URSS n'est plus qu'un gigantesque État policier. Les agents de Staline sont partout. Ils contrôlent toute la société. Ils ont reçu un ordre terrifiant. Non seulement arrêter les suspects, mais aussi les déporter. Partout, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont regroupés et embarqués vers des destinations inconnues.
un enfant se souvient. Combien de jours a duré le voyage? J'en ai aucune idée. Dans le wagon, 7 personnes sont mortes de faim. Quand nous sommes arrivés à Tomsk, ils nous ont fait sortir et ils ont déchargé les cadavres. Des enfants, des jeunes et les vieux. Ils sont dirigés vers le goulag, les camps de travail soviétiques. De véritables camps de concentration mis en place par Staline, bien avant leur apparition en Allemagne. Ce sont tous des ennemis de la Révolution. Du moins, officiellement. En réalité, de simples citoyens. Des notables. Des religieux qui n'ont rien à se reprocher, mais n'entrent pas dans le moule du régime. Ils sont mélangés aux prisonniers de droit commun. Dans le parti, on appelle ça la rééducation par le travail. Et on en est fier. Ici, les esprits déviants doivent être remis dans le droit chemin. En fait, ces prisonniers sont transformés en esclaves. Dans les camps du Grand Nord, la température tombe parfois jusqu'à moins 50 degrés. Un prisonnier écrit: il est dangereux de cesser de bouger. Je n'arrête pas de me pétrir les orteils et de serrer les poings. Le fait de toucher un outil métallique à main nue peut vous arracher la peau. Mariaïov est à bout de force. C'est une prisonnière politique. Notre équipe est composée d'intellectuels. Mais parmi ces épouvantails, qui reconnaîtra les violonistes, les harpistes, les scientifiques? Nous sommes dans un état constant d'hébétude et d'abrutissement. Le 2 août 1933, un événement illustre la cruauté et l'absurdité du système. Ce jour-là, on inaugure le canal Staline. 200 km de voies navigables qui relient la mer Blanche à la mer Baltique. Avec de simples pioches, 300 000 prisonniers ont creusé ce canal. Fait exceptionnel, Staline a choisi de se déplacer. Il veut faire du canal qui porte son nom le symbole de sa réussite. En théorie, c'est un exploit technique. Le délai de construction du canal de Panama a été pulvérisé. En fait, c'est une nouvelle tragédie. 30 000 prisonniers, soit 1 sur 10, sont morts pendant le chantier. Et ils sont morts pour rien. Cela paraît difficile à croire, mais pour terminer dans les délais fixés par Staline, le canal n'a pas été creusé assez profond. La plupart des bateaux ne pourront jamais l'emprunter. À l'étranger, on est loin d'imaginer l'horreur du système stalinien. La plupart des médias occidentaux répercutent les mensonges de la propagande jusqu'au burlesque. Alors que partout se développe le goulag,
Voici comment les actualités françaises décrivent une ancienne prison du tsar, en Sibérie. Autrefois, le tsar y enfermait les révolutionnaires. À présent, le gouvernement soviétique a décidé de donner une autre destination à ce mur. On y organisera maintenant l'élevage en grand des lapins sous la surveillance d'un institut scientifique spécial. Intoxiqués par la propagande, chaque année, des délégations communistes venues du monde entier et notamment de France viennent saluer à Moscou le petit père des peuples. Malgré les crimes de Staline, les ralliements de prestige se multiplient, comme celui de l'écrivain français Louis Aragon, qui non seulement approuve le goulag, mais en fait publiquement l'éloge. Le prolétariat vient d'entreprendre cette tâche historique, la rééducation de l'homme par l'homme. Nous sommes à un moment de l'histoire de l'humanité qui ressemble au passage du singe à l'homme. Pour le parti bolchevique et son chef Staline, il pipi! Comment expliquer un tel aveuglement? Au congrès de 1935, à Moscou, le discours de Maurice Thorez, le chef du Parti communiste français, donne l'explication. Staline a rendu leur fierté aux ouvriers. Comprenez, camarades, pendant un moment, il arrivait que les ouvriers communistes ne sachent pas comment répondre dans les usines, ne sachent pas comment se défendre contre tels reproches ou telles accusations. Il était un moment où, en raison du sectarisme desséchant, ils n'avaient pas les moyens de répondre. Il n'y avait plus d'harmonie entre eux et la grande masse des ouvriers. Maintenant, ils sont fiers, ils parlent, ils répondent, ils donnent les arguments. On les considère dans les usines. On dit ceux-là sont les communistes, ceux-là sont ceux qui organisent le Front unique et le Front populaire. Nous sommes sûrs de la victoire, car à la barre de notre navire est entre les mains fermes du plus grand des pilotes, de notre cher et grand Staline. Aveuglé par son idéal communiste, le Français n'a pas vu, ou n'a pas voulu voir, que Staline a depuis longtemps déjà tourné la page. Et que son seul but est maintenant de consolider son pouvoir. Staline a décidé de liquider toute la génération qui lui fait encore de l'ombre. Souvenez-vous, l'enterrement de Lénine en 1924. La plupart de ceux qui portaient le cercueil avec Staline vont mourir. Kamenev et Zinoviev, exécutés. Tomsky, poussé au suicide. Rykov, fusillé. Radek, assassiné. Staline éprouve un certain plaisir à martyriser ses proches. Choisir sa victime. Préparer minutieusement le coup. Assouvir une vengeance implacable. Et ensuite aller se coucher. Il n'y a rien de plus doux au monde. En 1938, il s'attaque à son plus proche compagnon de lutte, son cher Boukharine. C'est un ami de 15 ans, mais il a osé le contredire plusieurs fois. À ses yeux, il est devenu un ennemi. Pour préparer la chute de cette grande figure du régime, il lance le rouleau compresseur de la propagande. Dans tout le pays, on conditionne l'opinion.
гнусное дело, которое делали наймиты капитала, озверелые псы фашизма, Бухарин, Риков и их компания. Товарищи, факты, которые я приводила, подтверждают те слова товарища Сталина о том, что наша страна окружена со всех сторон врагами, которые хотят разбить нашу родину, хотят поработить наши народы. Смерть этим врагам, смерть этим паразитам. Pendant ce temps, à la Loubianka, le siège de la police secrète, Boukharine est torturé. Dans une lettre, il implore son vieil ami Staline. Je t'écris cette lettre, qui est sans doute la dernière. Mon cœur saigne à la pensée que tu puisses croire que je suis vraiment coupable. Je suis prêt à me traîner à genoux et à t'implorer de m'éviter ce procès. Si c'est la mort qui m'attend, je te supplie, au nom de tout ce qui t'est cher, de ne pas me faire fusiller. Je veux moi-même pouvoir absorber du poison. Je t'en supplie. C'est bien la mort qui attend Boukharine. Le 2 mars 1938, dans une salle remplie de membres de la police politique, son procès commence. C'est une formalité. Требует наш народ одного. Раздавите проклятую гадину. Boukharine est dans le box des accusés, mais il ne reste de lui aucune image. Il n'a pas été jugé assez docile pour être utilisé par la propagande. Il sera fusillé et sa famille déportée. Les purges s'étendent maintenant à toutes les familles d'Union soviétique, sans distinction. Staline voit des ennemis partout. Il est devenu totalement paranoïaque. Contre ceux qu'il soupçonne de menacer son pouvoir, il encourage la délation. Dans chaque village, on doit être prêt à dénoncer son voisin. Et même ses propres parents. Un jeune garçon accuse. Comme pionnier, je suis obligé de vous le dire. Mon père a agi de manière contre-révolutionnaire. Et je vous demande, non comme fils, mais comme pionnier, de juger sévèrement la responsabilité de mon père. Staline dispose d'un homme de main, Nicolas Yezhov, surnommé le Nabot, parce qu'il ne fait qu'1,54 m. C'est le chef de la police secrète. Je suis peut-être court de stature, mais mes mains sont fortes. Ce sont les mains de Staline. Nous lançons une attaque de grande ampleur contre l'ennemi. Il y aura des victimes innocentes. Quand on abat les forêts, les copeaux volent. Staline lui a fixé des quotas d'exécution. Pour preuve, ce terrible document. Sur la première ligne, le nom des républiques de l'URSS. Voici l'Azerbaïdjan. Puis, 3 colonnes de chiffres. Une pour les exécutions, une pour les déportations et une dernière pour le total. Il n'y a aucun nom. C'est aux responsables du parti de trouver les victimes pour remplir les quotas. Un dossier pris au hasard dans les archives de la police politique. Non, Sidorov. Patrimoine. Une maison en bois de 8 mètres sur 8. Une vache, 4 brebis, 2 cochons. Acte d'accusation. Sidorov est mal intentionné envers le pouvoir soviétique. Il a dit que Staline a tué un tas de gens.
mais qu'on ne peut pas en parler sinon on vous met en camp pour 25 ans. Verdict. Fusiller Sidorov et confisquer tous ses biens. On l'appelle la Grande Terreur. Depuis l'année 1937, Yezhov fait fusiller en moyenne 1000 personnes par jour. Frapper, exterminer sans trier. Mieux vaut aller trop loin que pas assez. En pleine terreur, la vie continue pourtant comme si de rien n'était. Au théâtre du Bolchoï, on joue le Lac des Cygnes de Tchaïkovski. C'est le ballet préféré de Staline. Il ne rate jamais une représentation. Chaque soir, après le concert, il regagne le Kremlin pour y signer les ordres d'exécution qu'on lui a préparés. Il ajoute parfois des commentaires. Serrer la vis à ce monsieur. Battre et battre encore. Plus les dents sont acérées, mieux c'est. La terreur finit par se retourner contre le chef de la police lui-même. Yezhov est accusé de trahison, torturé, exécuté et même effacé des photos officielles. En 1938, Staline a liquidé tous ses ennemis, réels ou imaginaires. Il les a peu à peu remplacés par une nouvelle génération de militants qui lui doivent tout. C'est la nomenclatura. Les hommes nouveaux dont rêvait Staline et sur lesquels il peut compter. Ils se sont répartis les biens des victimes de la terreur et ils profitent des appartements libérés. Le 17 mars 1938, 4 jours après la fin du procès Boukharine, nombreux sont ceux qui se rendent en famille à l'aérodrome de Moscou. Militants, fonctionnaires, ils sont tous là pour accueillir un avion russe qui a relié la Russie à l'Amérique en passant par le pôle Nord. L'accueil du pilote Chkalov, ici au centre, est un événement. Staline a décidé de faire de lui un nouveau héros soviétique. Ce jour-là, dans les rues de Moscou, Chkalov crie son amour au guide suprême. Je suis prêt à mourir pour Staline. S'il faut lui donner nos poumons, nous donnerons nos poumons à Staline. Et s'il faut lui donner notre cœur, nous lui donnerons notre cœur. Staline est loin d'imaginer qu'une menace venue de l'Ouest va bientôt faire vaciller son régime. En Allemagne, le parti nazi est au pouvoir depuis plus de 5 ans. Il prône la supériorité de la race germanique. À sa tête, le chancelier Adolf Hitler a, comme Staline, établi un régime dictatorial.
il a déjà annexé l'Autriche. Il veut s'emparer de tous ses pays voisins, dont la France. Mais il rêve surtout d'attaquer l'Union soviétique et d'annexer son territoire au profit du peuple allemand. La mission du mouvement nazi est de détruire le judéo-bolchevisme. Détruire la Russie donnera au peuple allemand un espace vital dont la race des maîtres a besoin pour se nourrir. Mon ambition est d'être l'homme qui brisera le marxisme. Staline finit par réaliser la menace. Mais trop tard. L'URSS n'est pas prête pour un conflit. Son armement est dépassé. Son état-major décimé. Pendant la terreur, il a fait fusiller 20 000 officiers soviétiques. Des membres de l'état-major qui figuraient autour de lui sur ce film de 1934, il ne reste plus que quelques généraux dépassés qui ne comprennent rien à la guerre moderne. Comme le fringant Boudienny. Vous ne me ferez pas changer d'avis. Dès que la guerre éclatera, tout le monde criera « Faites charger la cavalerie !» Pour rattraper le retard, Staline a besoin de temps. En août 1939, il parvient à s'entendre in extremis avec Ribbentrop, l'envoyé d'Hitler à Moscou. Les deux géants signent un pacte de non-agression, quelques jours seulement avant le déclenchement de la guerre mondiale. Un accord contre nature, avec beaucoup d'arrière-pensée, mais qui donne un répit à Staline. Tout cela n'est qu'un jeu. À qui mettra l'autre dans sa manche. Vous verrez, la Russie réussira à éviter la guerre avec l'Allemagne pendant encore un moment. Une semaine plus tard, 1er septembre 1939. L'armée allemande attaque la Pologne. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. En quelques semaines, les nazis écrasent l'armée polonaise et remportent une victoire éclatante. La première d'une longue série. 8 mois plus tard, en mai 1940, Hitler attaque à l'ouest et occupe la France en moins de 2 mois. Dans la moitié de l'Europe, il fait appliquer sa loi. Occupation militaire, persécution raciale et répression politique. Dans l'intervalle, Staline n'est pas resté inactif. À la faveur du pacte signé avec Hitler, il s'est approprié de nouveaux territoires. À l'hiver 1941, il se croit encore à l'abri d'un conflit avec l'Allemagne. Mais cette fois, il se trompe. C'est le moment où Hitler décide de réaliser son vieux rêve. Détruire l'Union soviétique.
C'est le plan Barbarossa, l'une des plus grandes opérations militaires de l'histoire. Hitler prévoit de submerger l'armée soviétique et d'atteindre Moscou en quelques semaines seulement. Dès le printemps, l'armée allemande se met en ordre de bataille à la frontière. Sur place, des généraux soviétiques observent les mouvements de troupes. Ils donnent l'alerte et demandent l'autorisation de déployer des soldats. Mais au Kremlin, Staline, toujours aussi paranoïaque, redoute un piège. Il leur répond. Vous avez une grosse tête, mais une petite cervelle. Jamais l'Allemagne ne se lancera seule dans la guerre contre la Russie. 16 juin 1941, un espion transmet. Attaque imminente. Mais Staline persiste. C'est un désinformateur. Vous pouvez l'envoyer se faire foutre. 21 juin, veille de l'offensive. Un déserteur allemand passe la frontière et prévient que l'attaque sera lancée à l'aube. Verdict de Staline. Fusillez-le. « 22 juin 1941, l'invasion commence. « 3 millions de soldats allemands attaquent l'URSS. Dès les premières heures, ils détruisent 1 millier d'avions au sol. Le rouleau compresseur allemand enfonce le front. Dans un village, une femme est prise au piège. Des milliers de nos soldats errent sans but, en désordre. Nos dirigeants s'en vont. On nous abandonne à la mort. Symbole de la déroute, le fils aîné de Staline, Yakov, est fait prisonnier alors qu'il s'enfuit déguisé en paysan. À l'arrière, la Russie est sous le choc. Pour tenter de comprendre, la population se rue sur les journaux. Tous attendent la réaction de Staline, mais elle ne vient pas. Les moscovites, comme le jeune Guéna, essayent d'en savoir plus. On est rivés à la radio. On attend le discours de Staline. On a besoin d'entendre sa voix. Mais il reste muet. C'est Molotov, son adjoint, qui parle. Tout le monde écoute. On nous dit que c'est la guerre. Mais où est Staline? Staline est retranché derrière les murs du Kremlin. Il est anéanti. Tout est perdu. Lénine avait fondé notre État et nous avons tout foutu en l'air. Il nous avait laissé un héritage fantastique. Et on l'a bousillé. Par ses erreurs répétées, Staline est personnellement responsable du désastre. Mais il ne veut pas l'admettre. Comme à son habitude, il cherche des coupables. Ces milliers de soldats qui se rendent sont considérés comme des traîtres. Leurs familles seront déportées. Contre les déserteurs, il envoie sur le front des unités spéciales chargées de surveiller les soldats et il leur donne des ordres explicites.
cas de panique et de recul, faites fusiller sur place les panicards et les froussards. En quelques semaines, Staline enchaîne les mauvaises décisions. En Ukraine, il interdit à ses généraux d'évacuer la ville de Kiev. Résultat, 5 jours plus tard, les nazis capturent 500 000 soldats. C'est la plus grosse prise jamais réalisée par une armée. En octobre 1941, 4 mois après le début de l'offensive Barbarossa, Hitler a presque gagné son pari. L'armée allemande n'est plus qu'à quelques kilomètres de Moscou. La capitale est bombardée tous les jours. La population se réfugie dans le métro. L'écrivain Viktor Kravchenko note dans son journal: Moscou donne l'impression d'agoniser. La panique règne, et il circule les bruits les plus incroyables. Certains disent qu'un coup d'État a éclaté au Kremlin, et qu'on a arrêté Staline. En fait, Staline s'est lui aussi réfugié dans le métro. C'est ici, alors que tous ses fidèles le pressent d'évacuer la capitale, qu'il prend une décision qui va tout changer. Malgré le danger, il décide de rester à Moscou. Dans quelques heures, il s'adressera à ses soldats. « 7 novembre, 8 heures du matin. Des régiments rejoignent la place rouge en pleine tempête de neige à l'appel de Staline. Les chars viennent directement du front et sont armés. Les Allemands peuvent attaquer à tout moment. Mais le discours de Staline galvanise les troupes. Партизаны и партизанки, на вас смотрит весь мир, как на силу способны уничтожить разбойничьи орды немецких захватчиков. Смерть немецким оккупантам! Да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость. Под знаменем Ленина вперед к победе! En quelques jours, l'armée soviétique parvient à stabiliser le front devant Moscou. Mais ce n'est que 10 mois plus tard, à l'été 1942, que va se jouer l'une des plus grandes batailles du siècle. Nous sommes à Stalingrad. C'est le tournant de la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands, qui n'ont pas réussi à faire tomber Moscou, veulent conquérir ce point de passage vers le pétrole de la mer Caspienne. Ils occupent 90% de la ville. Mais il leur reste encore quelques centaines de mètres à gagner. En face, les Soviétiques leur opposent une résistance acharnée. Le mitrailleur russe Andrei Koziaïnov est l'un d'entre eux. On entend les pas et le souffle
des soldats allemands. Je ne peux pas les voir à cause de la fumée. On tire au jugé. À l'oreille. Ma tête bourdonne. Au total, 2 millions d'hommes vont mourir à Stalingrad. Pour la première fois depuis le début de la guerre, Staline sagement a décidé de ne pas intervenir lui-même et de laisser faire son chef d'état-major, le général Zhukov. Zhukov a un plan de bataille. Il veut prendre au piège les Allemands dans la ville qu'ils viennent de conquérir. « 19 novembre 1942. 7 heures du matin. 1400 chars, plus de 1000 avions et 1 million de soldats soviétiques se ruent sur les flancs de l'armée nazie. Ces images, filmées après la bataille lors d'une reconstitution, montrent la jonction des deux armées russes. Quelques semaines plus tard, 300 000 soldats allemands encerclés, mal équipés et affamés finissent par se rendre avec leur chef, le maréchal von Paulus. C'est la première fois qu'un maréchal nazi est capturé vivant. Pour Staline, c'est un miracle. Aux yeux du monde, c'est lui qui, le premier, a fait plier Adolf Hitler. Et c'est lui qui va lancer pendant les 2 prochaines années la contre-offensive héroïque des soldats russes contre l'Allemagne. Malgré ses crimes, malgré son pacte en 1939 avec Hitler, Staline est devenu incontournable. À Moscou, lors de la visite du général de Gaulle, puis quelques mois plus tard, à la conférence de Yalta, les Alliés viennent tous rencontrer le grand Staline. Le Britannique Churchill porte un toast. La vie de Staline est ce qu'il y a de plus précieux pour chacun d'entre nous. J'espère sincèrement que le peuple de l'Union soviétique pourra conserver longtemps son maréchal. Churchill sait que depuis la victoire de Stalingrad, l'URSS est en train de devenir une superpuissance. Il sait qu'après des mois de contre-offensive, l'armée rouge va bientôt entrer dans Berlin. Nous sommes au printemps 1945. Ces armes terrifiantes, les orgues de Staline, pilonnent la capitale allemande. Staline a décidé de venger Stalingrad et de détruire Berlin. Devant une telle puissance de feu, l'Allemagne finit par capituler le 8 mai 1945. Deux mois plus tard, le généralissime Staline arrive dans la capitale allemande pour célébrer sa victoire. Dans ce célèbre film de propagande,
On accueille le vainqueur de Hitler, comme un messie. En fait, c'est une fiction où Staline est joué par un sosie. Cette arrivée magistrale n'a jamais eu lieu. Staline a peur de l'avion. Et contrairement à ces images, il déteste la foule. Товарищи, сегодня мы празднуем великую победу над германским фашизмом. Le vrai Staline s'est lui rendu en train blindé à Potsdam, dans la banlieue de Berlin, où 5000 policiers sont mobilisés pour son arrivée. Il est obsédé par les attentats. S'il a accepté de sortir de son pays pour la première fois en 30 ans, c'est que l'occasion en vaut la peine. Il a rendez-vous autour de la table de négociation avec ses alliés américains et britanniques. Depuis la conférence de Yalta, il exige purement et simplement la moitié de l'Europe, c'est-à-dire tous les pays que son armée a libérés pendant la guerre. L'exigence de Staline est acceptée par les Alliés. La domination soviétique de l'Europe de l'Est peut commencer. Elle va durer près d'un demi-siècle. Pour le peuple russe, le prix de la victoire est exorbitant. Le conflit a anéanti 70 000 villages et tué 26 millions de personnes. À l'été 1945, les soldats commencent à rentrer dans leur foyer et s'apprêtent à retrouver leur famille. Un soldat raconte. Les gens hurlent, ils courent, ils pleurent à l'arrivée du train. Les hommes embrassent leurs femmes. Ils prennent dans leurs bras les enfants qu'ils n'ont pas vus grandir. Ils montrent fièrement leurs décorations et leurs blessures. Après tant de souffrances, tous aspirent à la tranquillité. Pour eux, les crimes de Staline ne sont plus que de vieux souvenirs. Ils ont tort. Staline est au sommet de sa puissance. Cela fait plus de 20 ans qu'il dirige l'Union soviétique. Pour la victoire, on lui a préparé un spectacle grandiose, avec des milliers de figurants. Même le général américain Eisenhower a fait le déplacement. Pourtant, Staline a l'air absent. Sa santé est fragile. Il a des trous de mémoire. Il a fait plusieurs attaques cardiaques. Surtout, c'est un homme seul. Pendant la guerre, il a perdu son fils Yakov, prisonnier des Allemands. On raconte que Yakov a cherché à s'échapper en franchissant des barbelés. Staline avait refusé de l'échanger contre le maréchal von Paulus, comme le proposait Hitler. Si j'avais échangé Yakov, qu'auraient dit les millions de pères de famille du parti dont les enfants étaient eux aussi prisonniers? Si j'avais fait ça, j'aurais cessé d'être Staline.
Sa vie privée est un désastre. Il ne voit presque plus son deuxième fils, l'aviateur Vassili, qui est devenu alcoolique et qui continue pourtant de survoler la place rouge aux commandes de son avion. Plus paranoïaque que jamais, Staline s'est même fâché avec Svetlana, sa fille chérie, devenue une jeune femme. Il ne comprend pas son besoin de s'amuser. Il n'accepte pas ses aventures sentimentales, celles notamment avec le réalisateur juif Alexei Kapler, qu'il a envoyé au goulag. Il n'accepte pas non plus son mariage avec Grégory Morozov, juif, lui aussi. Avec les années, le vainqueur de Hitler est devenu antisémite. Toute la génération précédente a été contaminée par le sionisme. Et maintenant, ils sont en train d'enrégimenter la jeunesse. Dès la fin de la guerre, Staline a relancé les purges au gré de ses humeurs et de sa folie. Avec 2 millions de prisonniers, dont un grand nombre de juifs, jamais le goulag n'a été aussi rempli. En France, les communistes qui se sont battus contre les nazis pendant la guerre continuent de vénérer Staline. En 1949, il fête son 70e anniversaire. De partout, on envoie des cadeaux au Kremlin, comme le raconte des trémolos dans la voix le poète Paul Éluard. Dans ce petit atelier de Belleville, les ouvriers ont passé 300 heures à fabriquer avec application un cadeau pour Staline. Leur cadeau, un tour miniature. Malgré l'évidence, l'horreur du système stalinien continue d'être passée sous silence. Nous n'avons pas oublié ce que nous avons subi pendant l'occupation nazie. Il faut comprendre qu'un de nos camarades a été interné, le fils d'un autre est tombé dans la lutte clandestine, la femme et la fille de notre directeur ont été déportés. Sans la victoire de Stalingrad, notre village Grigny serait toujours occupé par les nazis, comme toute la France, comme toute l'Europe. Aussi, nous tous, paysans de Grigny, nous souhaitons bon anniversaire et longue vie au généralissime Staline qui nous a libérés par sa victoire. Nous souhaitons longue vie au guide clairvoyant de la classe ouvrière, à Staline, l'homme de la paix. Pour son anniversaire, l'homme de la paix a convoqué à Moscou le gratin communiste international, notamment le chinois Mao Tse-tung. Mais c'est une petite fille de 12 ans qui tient la vedette. Elle s'appelle Natalia. C'est la fille de Poskrebitchev, le secrétaire de Staline. Elle a obtenu l'immense honneur de lire un poème au guide suprême. La salle applaudit à tout rompre cette scène touchante. Mais la petite fille ignore un détail cruel. Quelques années plus tôt, Staline a fait fusiller sa mère. À 70 ans, le petit père des peuples se sent plus que jamais indispensable. Que feriez-vous sans moi? Vous êtes aveugles. Des petits chats. Vous ne voyez pas l'ennemi. Le pays mourra parce que vous ne savez pas reconnaître l'ennemi. « 4 mars 1953.
Cette fois, c'est Staline qui vient de mourir. Aucun détail dans les journaux. On ne le saura que plus tard. Staline a agonisé seul dans sa chambre pendant 2 jours, sans personne pour le secourir. Pas même ses médecins, terrorisés à l'idée de prendre une mauvaise décision et d'être fusillé. Sa dépouille est exposée dans la salle des colonnes, là où il avait fait condamner ses amis lors des procès de Moscou. Chez les membres du parti, l'émotion est réelle. Une institutrice a du mal à imaginer la vie sans Staline. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Comment va-t-on vivre? Et qu'est-ce qui va arriver au pays? Sur la place rouge, les officiels récitent leur discours, comme d'habitude. Окончил свой славный жизненный путь наш учитель и вождь, величайший. Pourtant, malgré les consignes de deuil, loin des caméras, des milliers de victimes de Staline commencent secrètement à se réjouir. Au camp de Vorkouta, à l'extrême nord de la Russie, les déportés se sont mis à genoux en entendant la nouvelle. Que le diable emporte son âme. Grâce à Dieu, aujourd'hui, l'homme à la moustache est parti en enfer. Durant son règne, l'homme qui avait promis le paradis sur terre a provoqué la mort de 20 millions de personnes.